Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom, aujourd'hui en compagnie de Pascal Sancho. Bonjour monsieur. Bonjour. Pascal Sancho, vous êtes guide de haute montagne, commandant d'opération de secours en montagne et officier de police judiciaire. Vous avez été pendant une trentaine d'années secouriste dans les unités CRS de la police nationale. Après votre ouvrage Ligne de crête que vous étiez venu nous présenter sur le plateau de TVL avec ma collègue Floriane Janin, vous en avez écrit un nouveau, Ascendance, histoire au pluriel de secours en hélicoptère. Ouvrage que nos téléspectateurs pourront retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Pascal Sancho, vous avez eu le bon goût de faire préfacer votre ouvrage par une gloire nationale. Sébastien Loeb, 9 fois champion du monde des rallyes. C'est tout simplement le pilote le plus titré de l'histoire des sports automobiles. Il est également pilote d'hélicoptère. Comment l'avez-vous rencontré? Quel homme est-il? Écoutez, c'est une mise en relation à travers un ami commun qui est urgentiste sur le Paris-Dakar. Et donc, étant pilote d'hélicoptère, ça m'a paru intéressant de lui proposer cette préface, sachant que lui, il court après une poignée de secondes et que nos pilotes, nos équipages font la même chose pour sauver des vies. Comment s'est fait la rencontre? C'était il y a combien de temps? C'était au mois de juin dernier, ouais. C'était assez rapide. Et c'était surtout se retrouver sur un état d'esprit, puisqu'il l'a bien évoqué dans sa préface, avec un hommage qu'il a rendu à ces gens d'exception. Il a l'air d'être, malgré son succès énorme dans son domaine du sport automobile, être un homme relativement calme, très modeste, humble. C'est un peu la particularité de tous ces athlètes de haut niveau, et lui, il est quand même fer de lance dans ce domaine, ils n'ont pas besoin d'en rajouter. Il préfère l'action aux grandes paroles. Qu'est-ce qui l'a amené à l'hélicoptère, ce champion des rallyes? Il vous a raconté un peu? Oui, comme il l'expliquait, il venait souvent se faire récupérer. D'ailleurs, il aborde la préface avec beaucoup d'humour. Il se faisait récupérer souvent quand il sortait de la route. Et c'est les premières sensations en l'air, avec un pilotage très pointu. Et comme c'est quand même quelqu'un qui maîtrise le pilotage au sol, ça lui a donné très rapidement l'envie de piloter un hélicoptère. La 3D, là, en l'occurrence. Absolument, 3 dimensions, comme il le dit si bien. Alors, Sébastien Loeb le dit lui-même, excusez-moi, il le dit lui-même, la haute montagne demeure le domaine de vol le plus difficile à appréhender. C'est quoi les pièges en vol? En vol, c'est surtout l'aérologie. C'est un milieu qui est déjà hostile quand on est au sol en tant qu'alpiniste. Alors, est-ce que vous pouvez nous définir l'aérologie? C'est tout ce qui touche au vent. Aux masses d'air qui sont invisibles évidemment et qui colonisent un massif en règle générale, et les pilotes doivent déchiffrer en permanence cette aérologie avec des vents qui montent, des vents qui descendent, ascendants ou descendants, qui peuvent être très violents, et donc c'est un jeu de piste avec la difficulté de ne pas voir l'élément avec lequel on joue, c'est-à-dire le vent. Donc un rapport permanent avec l'information météorologique. Absolument, mais ça c'est quand même de manière plus générale des informations qui sont données au niveau d'un massif. Ils travaillent avec de la micro-météo, vraiment, c'est quasiment pas au mètre près, mais pas loin. Ils doivent développer une intuition, un sens de l'aérologie qui se fait au fur et à mesure avec leur expérience. Alors c'est quoi les hélicoptères utilisés en France pour le secourisme? Est-ce qu'il y en a un type? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Globalement, pour simplifier, on va dire c'est du matériel français. On a un type d'hélicoptère qui colonise toutes les bases françaises, que ce soit gendarmerie ou sécurité civile. Il s'appelle le C-145, c'est un hélicoptère biturbine. Airbus, vous me disiez. Absolument, qui a succédé à l'Alouette 3, qui est bien connue, mais qui ne répondait plus aux exigences, notamment avec la réglementation européenne. Alors, quand un appel arrive à votre PC sécurité, comment vous vous organisez, vous les secouristes? Quels personnels sont mobilisés? Alors, l'équipe de base, vous avez un équipage, donc ce que je décris dans Ascendance, c'est un pilote, un mécanicien. Le pilote donc va piloter la machine, c'est le chef de bord. Le mécanicien va s'occuper de tout ce qui est phase d'hélitreuillage. Et ensuite sont embarqués 2 secouristes, qui peuvent être CRS, qui peuvent être gendarmes ou pompiers. Et on a un médecin urgentiste aussi qui nous accompagne dans la quasi-totalité des missions. Donc 5 personnes à bord au décollage? Absolument. Et donc là, il va y avoir une répartition des rôles, sachant que la phase héliportée va être sous la direction du commandant de bord qui est le pilote.
Comment la communication se fait à bord? Vous avez tous des casques déjà? Elle se fait par radio, évidemment. Ouais. Donc la première contrainte, ça va être l'approche de la victime, là qui revient vraiment à l'équipage. Et ensuite, on va échanger entre nous très rapidement avec un petit peu l'expérience et des choses qui vont devenir de plus en plus évidentes. Et on va voir si les scénarios des uns et des autres peuvent se réunir, peuvent se rejoindre pour trouver une solution commune et intervenir au plus vite et au plus près de la victime. Ça, vous faites ça a priori avant de décoller, le plan? Alors, a priori, on a une première phase de réflexion, mais on n'essaye pas trop de se faire d'avis préconçus parce qu'on se rend compte qu'au secours en montagne, les alertes sont souvent imprécises et qu'il faut souvent passer sur un plan B dès qu'on arrive à proximité de la victime. Donc, et dès qu'on voit, quoi. Absolument, s'adapter, plus que improviser. C'est une grosse faculté d'adaptation en permanence et en essayant de trouver un juste milieu entre les contraintes de chacun. Alors, on imagine qu'une fois en l'air, les risques peuvent être énormes en fonction de la météo. Il peut y avoir des rafales de vent, toutes sortes de choses. Comment la confiance s'établit entre le pilote et son mécanicien qui est censé gérer la sécurité du vol? Mais vous savez, déjà, ils s'entraînent énormément, ils volent beaucoup entre eux. Et puis la confiance, c'est quand même le maître mot de l'ensemble des partenaires au sein de l'équipage et au sein de l'hélicoptère, que ce soit secouriste ou médecin. Donc il faut absolument qu'on fasse confiance. Si on ne fait pas confiance aux gens avec qui on travaille, très rapidement, ça peut poser souci. Donc c'est vraiment un postulat de départ dans toutes les missions. Ce sont des gens de très haut niveau. Je les compare souvent, puisqu'on parlait d'automobile, à des pilotes de Formule 1. Ils ont une expertise hors norme. Ils arrivent à approcher les pales d'un hélicoptère à 1 mètre d'une paroi. Ça paraît dément, mais pour eux, c'est leur quotidien. Donc la confiance est absolue, sachant que, évidemment, le risque zéro n'existe pas. Il n'y a pas de peur en vol pour un pilote? Ben ça, il faudrait qu'ils vous répondent, mais je crois qu'il y a beaucoup de concentration, il y a beaucoup d'entraînement et de préparation. La peur, de mon point de vue, n'a pas sa place dans ce genre de mission. Comment un secouriste peut-il se remettre psychologiquement en cas d'échec? Si on n'a pas retrouvé la victime, si on n'a pas réussi à la sauver? Ben écoutez, ça c'est notre lot commun, c'est notre fardeau à porter, que ce soit le secouriste, le médecin et les équipages sont aussi concernés par cet état de fait. C'est à chaque fois pour nous un échec, donc voilà. On se nourrit malgré tout de toutes les opérations qui ont abouti de manière positive, mais bon, dès l'instant qu'on arrive trop tard ou que ça ne se passe pas comme on l'aurait souhaité, il faut faire preuve de force de caractère et trouver un sens au métier que l'on fait, en sachant que parfois il n'est pas possible de ramener une personne vivante dans la vallée. On fait avec. Quand on ne retrouve pas une victime, comment on prend la décision de retourner à la base? Alors il faut savoir que dans les opérations de recherche, ne pas retrouver une victime, c'est quand même relativement rare dans l'absolu. Donc il peut y avoir une première phase où on fait une recherche avec un moyen héliporté. Et si cette recherche est infructueuse, on met des personnels au sol jusqu'à temps qu'on retrouve la personne. D'accord. Donc dans la grande majorité des cas, on retrouve les personnes évidemment. Alors j'imagine qu'il y a déjà eu des histoires de crash d'hélicoptères en opération. Quelles en ont été les causes et les conséquences pour l'avenir? Parce que j'imagine que quand il y a un crash, il doit y avoir un plan établi pour éviter que ça se reproduise. Oui, le monde de l'aéronautique est très protocolé, on va dire. Donc bien évidemment, à chaque fois qu'il y a un problème, on en tire les conséquences. Donc moi, j'ai eu la tristesse de vivre 2 crashs d'hélico dans mon unité avec malheureusement des drames humains. Les causes sont souvent quand même liées au milieu, au massif, à l'aérologie, on en parlait, parfois à l'hélicoptère, notamment dans sa phase de mise en service dans une mission qui est quand même très éprouvante pour les hommes, mais aussi pour les matériels. Et derrière, il y a un travail de fond avec des commissions, notamment après un accident. On essaye de mettre en exergue, de mettre en évidence quels ont été les problèmes techniques, s'ils sont techniques ou humains, et de trouver une solution derrière. Ce qui fait que, par exemple, aujourd'hui, il y a une nouvelle génération d'hélicoptères qui va arriver sur la mission de secours en montagne et qui est le fruit d'une dizaine d'années d'études, de recherche, d'essais par rapport à tout ce qu'on avait relevé comme étant des points faibles sur la machine précédente. Le D135, vous me disiez, absolument, également sorti des usines Airbus. Oui, on a la chance de travailler qu'avec du matériel français. Ascendance, c'est un peu le symbole du savoir-être et du savoir-faire à la française.
Est-ce qu'un crash d'hélicoptère en opération de secours, c'est forcément des morts dans le cockpit ou est-ce qu'on peut s'en sortir? On peut s'en sortir, mais malheureusement, je l'explique en détail dans mon premier livre, Bravo Papa, c'est souvent dramatique. C'est souvent dramatique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Pascal Sancho, les grandes étapes de l'évolution du vol pour le secourisme à travers son histoire? Oui, au début, donc c'était l'après-guerre. On a commencé à voler en montagne avec des avions. Puis très rapidement, on s'est rendu compte que les délais pour se poser dans tous les points de la montagne étaient inadaptés au vol en avion. Donc on est passé au vol en hélicoptère qui permet d'accéder aujourd'hui quasiment à tous les lieux les plus inaccessibles du massif. Quand est-ce qu'il est né, l'hélicoptère, d'ailleurs? On peut dire dans les années 50. D'accord. Le premier vol remarquable, c'est Jean Boulet qui le fait lors de l'affaire, comme on dit, Vincent Don et Henri, qui est à la base de l'organisation du secours montagne en France, et c'était en 1957. Voilà, et ensuite, ça n'a eu de cesse que d'évoluer avec le premier hélitreuillage en 1967 dans les aiguilles de Chamonix. Et ensuite, chaque fois, c'est des personnels qui remettent un petit peu tout en question à chaque vol et qui essayent d'améliorer le matériel, évidemment, mais aussi les techniques pour en arriver au secours en montagne contemporain avec les hélicoptères dont on vient de parler. On arrive quasiment à la perfection de nos jours du secourisme, du mouvement, de l'entraînement. Ouais, alors la perfection, ça c'est serait vraiment à la marge, un manque d'humilité. Je pense qu'on vise l'excellence. On se donne les moyens d'y arriver avec les limites des uns et des autres, mais il est clair qu'aujourd'hui, le secours en montagne en France est un service public qui est remarquable en termes d'efficacité. Est-ce qu'on a des services de secours dans tous les massifs montagneux français? Absolument. Jura, Vosges, Alpes, Massif central, Pyrénées. Tous les massifs sont couverts en permanence, à toutes les heures du jour et de la nuit. Vous avez une équipe dédiée qui va intervenir avec des gros moyens. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Pascal Sancho, la sortie de votre vie? C'est difficile parce qu'il y en a eu beaucoup, mais ce que j'explique souvent, c'est que ce n'est pas des secours techniques qui m'ont marqué, c'est vraiment la prégnance de l'aspect humain qui vous reste quand vous quittez ce métier. Donc, le rapport avec la victime, vous voulez dire? Oui, l'aspect humain de manière générale avec la victime, ou aussi avec ses collègues quand malheureusement ça se passe mal. Et c'est vrai que si je devais extirper un secours, ça serait sûrement le crash de la Germanwings parce que on est intervenu dans une mission où il y avait beaucoup plus individuellement de choses à perdre qu'à gagner, qu'on a été obligé de dépasser ses capacités psychologiques, chacun à son niveau, et que pour moi ça a mis en phase l'aspect humain et la force du collectif que je défends dans cette mission qui pour moi est la valeur suprême dans notre organisation. La Germanwings, donc c'est l'histoire de ce pilote d'avion de ligne qui a voulu mettre fin à ses jours en emmenant tout le monde avec lui. Absolument. Dans un massif. C'était où? C'était dans les Alpes? C'est dans les Alpes de Haute-Provence, c'est 150 victimes et voilà, pour tous les secouristes qui ont eu à y travailler, c'est quand même un moment très particulier. C'est un peu un rendez-vous avec soi-même par rapport à toutes les valeurs, toutes les qualités qu'on a essayé de mettre dans ce métier. Ce jour-là, il fallait vraiment faire appel à ce qu'on avait au fond de soi. Aucun survivant n'a été... Aucun survivant, malheureusement. On travaillait vraiment là pour les familles. Alors, vous avez réalisé, vous l'écrivez dans votre ouvrage, Pascal Sancho, près d'1 millier d'interventions. Est-ce qu'on peut se demander si, sur toutes ces victimes, il y en a qui ont été imprudentes? L'imprudence, elle existe partout, mais très globalement, si je devais synthétiser, si on prend 1000 secours, je ne sais pas si je les ai faits, mais j'en ai fait beaucoup, je dirais que j'ai peut-être 5 opérations où des gens ont vraiment abusé du système. Voilà. Donc c'est quand même des risques inconsidérés. Voilà, c'est quand même assez rarissime. Et contrairement au trait qui est souvent tiré, les gens qui sont évacués sont des gens qui se sont fait surprendre par un milieu hostile et qui n'ont pas eu l'envie d'abuser du système et du service public. Est-ce qu'on peut, alors c'est une question un peu difficile, mais est-ce qu'on peut poursuivre une personne en justice qui aurait justement, comme vous dites, abusé du système et mis en danger vos vies, à vous les secouristes? Oui, non, c'est pas une question abusive du tout. D'ailleurs, c'est une question qui se pose notamment pour la protection du service public, parce que les gens qui en abusent peuvent être aussi pointés du doigt, absolument. Au niveau du code pénal, il existe des intitulés qui permettent de poursuivre une personne, notamment pour la mise en danger d'autrui, par exemple, ou le déclenchement de moyens de secours
de manière abusive. Vous n'êtes plus aujourd'hui, Pascal Sancho, en responsabilité dans les services de secours. Pourquoi est-ce que vous avez arrêté? Je crois qu'il y a un moment pour tout. C'était le temps de l'âge aussi, hein, ce grand privilège. Et puis voilà, j'avais fait aussi mon chemin. C'était le moment de laisser la place aux jeunes. C'est quoi ce qui vous empêcherait physiquement de continuer ce service? Non, aujourd'hui, on peut continuer relativement longtemps, puisque 9 opérations sur 10 se font en hélicoptère, donc la prégnance physique est quand même moins importante qu'il y a 30 ans. Non, je crois qu'il y a un moment pour tout, puis à un moment donné, il faut savoir partir. C'est un moment difficile, donc il vaut mieux le choisir. Parce qu'il n'y a jamais de bon moment pour quitter ce genre d'activité. Et vous êtes aujourd'hui guide de haute montagne. Comment se passe votre nouvelle carrière, votre nouvelle vie? Écoutez, j'essaye de faire partager mon amour des sommets. C'est autre chose, on ne peut pas comparer parce qu'il n'y a rien qui se rapproche de la mission de sauvetage. Donc voilà, c'est quelque chose d'un peu plus détendu, d'un peu plus léger, on va dire. Vous travaillez où, dans quel massif? Moi, je suis plutôt orienté sur le voyage lointain. Donc ça peut être vous êtes sorti de France? Oui, ça peut être le cercle polaire, ça peut être le Chili, ça peut être un peu partout. Pascal Sancho, je répète le titre de votre ouvrage, c'est donc Ascendance, histoire au pluriel de secours en hélicoptère, publié chez Mareuil Éditions. Nos téléspectateurs pourront évidemment retrouver cet ouvrage sur la boutique officielle de TV Liberté. Merci monsieur d'être venu. Merci à vous.